17 juillet. Compter une journée pour lire Typhon, fendre une réserve de bois, pêcher 4 ombles, nourrir ses chiens et réparer les planches d'un auvent malmené par la tempête. Le Macvir de Conrad est un anti-Achab. Il se tient sur le seuil du destin, accepte l'ouragan, ne cherche pas d'échappatoire à l'inéluctable. Pourquoi s'émouvoir de ce qui ne procède pas de notre ressort? Aucune baleine blanche ne vaut de s'exciter. Poussé au suprême, l'indifférence donne aux hommes un air buté et Macvir prend sous la plume de Conrad des traits de brute. Le capitaine ferait un bon héros russe. En Russie, pour signifier qu'on s'en fout, on dit « mnifigu » et on appelle pofiguisme l'accueil résigné de toute chose. Les Russes se vantent d'opposer leur pofiguisme intérieur aux convulsions de l'histoire, aux soubresauts du climat, à la vilainie de leur chef. Le pofiguisme n'emprunte ni à la résignation des stoïciens, ni au détachement des bouddhistes. Il n'ambitionne pas de mener l'homme à la vertu sénéchienne, ni de dispenser des mérites karmiques. Les Russes demandent simplement qu'on les laisse vider une bouteille aujourd'hui, parce que demain sera pire qu'hier. Le pofiguisme est un état de passivité intérieure, corrigé par une force vitale. Le profond mépris envers toute espérance n'empêche pas le pofiguiste de rafler le plus de saveurs possible à la journée qui passe. Le soir constitue son horizon limite. Macvir, suant sur la passerelle de son bateau en attendant le typhon, pourrait être un fidèle de cette église sans espérance. 18 juillet. Le brouillard me surprend alors que je coupe en kayak à travers les caps. Le soleil réussit à déployer des gloires. Elles ornent ses percées de couronnes pareilles à d'aveuglants oursins. Un temps à se faire attaquer par le monstre du Baïkal. J'aborde devant la cabane abandonnée et m'enfonce dans la forêt vers les marais, en quête d'oignons sauvages, de rhubarbe et d'ail aux ours. Les moustiques m'assaillent. J'aimerais traîner tout nu ici ces rédacteurs de notices de lotions anti-moustiques pour les inciter à moins de dithyrambes sur leurs étiquettes. Les étangs pétillent. Les roses sauvages égayent les rives, les cèdres les assombrissent. Je rentre à la cabane chargée d'herbes aromatiques. Le lac rosit, le ciel se marbre, couvert de plaques mauves et traversé de cyanose. Il faudrait être médecin légiste pour apprécier les crépuscules baïkaliens. 19 juillet. Une douche on the beach. Je me lave à grande eau, tiédi dans les seaux, quand Volodia Dielochine débarque sur son petit bateau, les bras chargés de poissons fumés. Il est venu m'entretenir d'un problème qui passionne les Russes. « Il y a des émeutes dans vos villes. C'est la révolution des Arabes, tout brûle. » Je n'ai pas assez de mots pour expliquer à Volodia que les choses sont moins graves, mais plus compliquées que cela. D'ailleurs, le sont-elles vraiment ? Il faudrait lui expliquer que ces mouvements sont des manifestations de colère sociale et que l'origine ethnique de leurs acteurs, si elle impressionne les Russes, n'est pas évoquée par les commentateurs français. Il faudrait lui dire qu'il ne s'agit pas de révolution. Ces troubles à l'ordre public ne visent pas à renverser le monde bourgeois, mais à y accéder. Entend-on les jeunes gens réclamer liberté, puissance et gloire ? Pourquoi brûle-t-on les voitures dans ces couronnes de misère ? Pour critiquer les ravages de la technique et du marché sur les sociétés, ou par dépit de ne pas posséder les plus belles et les plus grosses d'entre elles. Je me souviens de mes interventions dans les quartiers sensibles, adjectif dont on affuble les endroits où règne un certain parfum de brutalité. Les petits gamins étaient très énergiques et me faisaient le plaisir de s'intéresser à ce que je racontais, mais se moquaient de mon accoutrement, raillaient ma manière de parler. Je retenais de ces rencontres qu'ils accordaient un prix immense à la reconnaissance vestimentaire, cultivaient l'esprit de quartier et le conformisme comportemental, aimaient les objets coûteux, développaient un souci maladif de l'apparence, croyaient à la loi des forts, ne nourrissaient pas beaucoup de curiosité pour l'autre et possédaient leur code de langage, les signes distinctifs de l'esprit bourgeois. Dieu des bois, vivre ici et faire l'affront à ces montagnes de s'occuper de ses affaires. Dès que Volodia remet les gaz, je m'empresse de chasser ses pensées et retourne au labour des livres et des bois. 20 juillet. Aujourd'hui, j'escalade 1600 mètres de dénivelé.
en redescend autant. Voilà pour la statistique. J'ai décidé de grimper sur le sommet établi derrière la cabane. D'abord, c'est la pénible et longue ascension dans la taïga. J'accouche du sous-bois à 850 mètres. La lisière supérieure marque le seuil du monde d'en haut. Les pierres arrachées des sommets ont roulé jusqu'au rempart des arbres. Il règne un silence d'amphithéâtre. Les chiens halètent dans la chaleur. Nous buvons au filet du torrent. Le canyon se raidit, Aïka et Beck peinent dans les ressaut. Je m'assieds à côté des bosquets d'anémones de montagne pour regarder le lent écroulement des pierriers et des forêts jusqu'à la rive. Il paraît que des hommes regardent les hanches des femmes pour savoir si elles feront de bonnes génitrices. D'autres fixent les yeux pour deviner si elles feront des amantes captivantes. D'autres estiment la longueur des doigts pour se faire une idée de leur sensualité. Certains coulent des regards identiques sur la géographie. Ces montagnes n'offrent rien qu'une profusion de sensations à éprouver sur le champ. L'homme ne les bonifiera jamais. Dans ce paysage sans promesse, écartelé de grandeur, les calculateurs en seront pour leurs frais. Rien ne soumettra cette nature. Elle repose à la seule appréciation des âmes détachées de toute ambition. La taïga ne s'accorde pas aux rêves de fertilisation. Aménageur, passe ton chemin, regagne la Toscane. Là-bas, sous les ciels tempérés, les paysages attendaient que l'homme les façonne en campagne. Ici, dans cet amphithéâtre, les éléments règnent pour l'éternité. Il y eut des luttes dans les temps magmatiques, à présent le calme. Le paysage, repos de la géologie. À 1700 mètres d'altitude, je coupe dans les éboulis vers la crête. Là-haut, sur le fil de la séparation entre le bassin du Baïkal et la Léna, je déjeune avec les chiens de 3 poissons fumés et d'oignons sauvages. Encore 1 heure de marche sur les lichens séchés vers le sommet à 2100 mètres. Au sommet, je dors sur les mousses, mêlées aux chiens. Les moustiques nous chassent. Ce sont les gardiens du haut lieu, chargés de ne laisser aucun intrus s'installer. La nature a eu le génie de déployer non pas des armées de cerbères monstrueux dont les balles du fusil seraient venues à bout, mais de minuscules seringues volantes dont les vrombissements rendent fous. Nous battons en retraite sur le versant nord-est et dégringolons dans un pierrier, déclenchant à chaque pas des chutes de blocs. Je rejoins un évé incliné à 40 degrés. 2 belles lamelles de schiste me servent à y tailler des marches. Les chiens hurlent avant de se résigner à contourner l'obstacle. La pente s'adoucit et nous fonçons dans la neige. À 900 mètres, devinant un décrochement suspect, je quitte par instinct le névé et regagne les bords rocheux. Une bédière s'ouvre. La rivière que recouvrait la neige y fait une courte résurgence avant de sombrer dans un gouffre de 30 mètres. 21 juillet. Pas un oiseau ne chante, pas une ride sur le lac, le brouillard a avalé le monde. 22 juillet. Leur arrivée me surprend. Ils ont échoué sur la grève en silence et je m'aperçois de leur présence au raclement des coques de leurs kayaks sur les galets. Ce sont 2 colosses au crâne rasé. Ils ont des sourires carnassiers mais des yeux très doux. Ils se dirigent à la rame vers l'île d'Olkhon à raison de 50 km par jour. Ils me demandent un thé et pendant que l'eau bout sur le poêle, ils me révèlent qu'ils sont shivaïstes et naviguent le long des côtes pour repérer les lieux sacrés. Le lac serait le berceau originel de leur dieu Shiva. Le comique, c'est qu'ils ont des têtes de tueurs des forces spéciales. Un vieux résidu de patience inoculé par 10 années d'éducation chez les frères m'aide à supporter la bouillie spirituelle que Sacha me déroule pendant 1 heure, truffant sa démonstration de mots sanscrits. Il en ressort que les montagnes du Baïkal sont liées au mont Mérou, que le sud de l'Oural est un endroit du monde où la révélation celto-cosmique bat son plein, que Zarathustra a édifié les Kourganes des plaines indo-sarmates. J'admire ces convaincus qui vous parlent de ces choses avec le même aplomb que s'ils venaient de partager un verre de bière avec Dieu dans la cabane d'à côté. Depuis que l'URSS s'est écroulée, les théories New Age connaissent le succès chez les Russes. Il fallait occuper la vacance mystique laissée par l'effondrement des dogmes socialistes. Les Russes aiment l'explication ésotérique du monde et ne rechigneront jamais à prendre pour vérité
une de ces théories que les professionnels de l'occulte n'osent même plus avancer en Europe de l'Ouest. Les Russes ne sont pas les fils de Raspoutine pour rien.